Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Juste une question avant de commencer. Est-ce que tout le monde a bien compris que j'allais parler de mathématiques? Oui. Oui. Ok. Personne n'a envie de prendre? Ah voilà, merci. C'est ce qui me semble. C'est normal. Alors, allons-y. C'est parti. Le point de départ, c'est la cité d'Uruk, il y a 4000 ans avant notre ère. Cette ville se trouve en Irak, comme vous pouvez le voir, c'est une situation assez idéale puisqu'elle se trouve entre deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Et on a retrouvé sur des sites archéologiques ce genre de choses. Alors à quoi ça sert ce truc-là? Ben, c'est assez simple en fait, vous allez vite comprendre. À Uruk, il y a des éleveurs, des propriétaires de moutons et il y a des bergers. Et les bergers, ils partent avec les moutons et ils rentrent avec les moutons. Et pour éviter tout problème, voilà le système qu'ont trouvé les Mésopotamiens. Ils ont des petits cailloux que l'on appelle calculus en latin. Ça évoque un certain mot, ça. Et à chaque mouton, ils associent un petit caillou. Voilà. Et du coup, pardon, je m'emballe. Et du coup, après tous ces petits cailloux, ils les mettent dans cette petite chose là, qui est une bourse. Elle est en argile. On la scelle quand le berger part, on la rouvre quand le berger revient, et on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mouton qui a disparu, il n'y a pas de mouton qui est apparu, et tout le monde est content. Les Mésopotamiens, en faisant cela, ont inventé une notion en mathématiques qui est hyper importante et qui s'appelle une bijection. Une bijection, c'est ce qui permet de dire qu'on a deux ensembles qui se correspondent exactement. On a l'ensemble des moutons, l'ensemble des petits cailloux. À chaque petit mouton est associé un caillou unique, et à chaque petit caillou est associé un mouton, lui aussi unique. Ce qui permet après de calculer et de dire que l'on a un cardinal de 5. Cardinal, c'est le mot savant qu'ont choisi les mathématiciens pour dire que l'ensemble comptait 5 éléments. Il y a effectivement 5 moutons, et comme c'est une bijection, il y a aussi 5 petits cailloux. On peut généraliser cela et ainsi définir ce que c'est qu'un ensemble fini. Donc un ensemble fini, pour reprendre, parce que là c'est un peu du jargon un peu compliqué, ben voilà, une bijection. Alors la petite surprise que vous remarquez, c'est qu'on a démarré à 0. Alors pourquoi est-ce qu'on a démarré à 0? Ben parce que les nombres entiers naturels, ils démarrent à 0 chez les mathématiciens. On est désolé, mais c'est comme ça. Alors le coupable, on en a un qui est tout désigné, c'est lui, Brahmagupta, parce que c'est le premier qui a donné le statut de nombre à ce 0. Voilà. Nous étions au 7e siècle. Donc en fait, on va faire des comptes comme ça, en partant à partir de 0. Mais vous vous dites, pourquoi on est là? Moi, on m'a annoncé une conférence sur l'infini. Alors l'infini, qu'est-ce que ça va être? Un ensemble infini, c'est qu'un ensemble qui n'est pas fini. Voilà, ça c'est une réponse de mathématicien, évidemment. Et alors, du coup, une fois que ça s'est posé, dans cette ville d'Uruk, il y a un propriétaire de moutons particulier, il s'appelle Noé. Il a une quantité de moutons, on n'a jamais vu ça. Autant de moutons chez quelqu'un, c'est pas possible. Et ce Noé est quelqu'un de très curieux, il n'a plus de soucis financiers, et il s'intéresse justement aux ensembles infinis. Et il y en a un dans sa petite tête qui lui trotte depuis un petit moment, à force de compter les petits cailloux avec ses bergers, c'est celui-ci l'ensemble. 0, 1, 2, 3, 4, 5, et on peut les égrener comme ça pendant toute une vie. Cet ensemble infini, il l'interpelle, et du coup, comme il est aussi assez curieux, il lance un défi dans toute la Mésopotamie, et plus largement dans le monde entier, à la personne qui sera capable de lui trouver un ensemble infini dont le cardinal sera supérieur aussi. Donc il y aura plus d'éléments que celui-ci. Le premier qui répond à ce défi, c'est, alors vous m'excuserez mon arabe, je ne suis pas très au point, c'est Rabitinkra, je crois qu'on dit comme ça, qui arrive avec cet ensemble-là. Alors là, Noé le regarde un petit peu bizarrement, il lui dit, il est en train de se moquer de moi, parce que quand même, c'est assez clair qu'il y a beaucoup moins de nombres dans son ensemble à lui que dans le mien. Effectivement, le sien est constitué que des entiers pairs, alors que le sien, il a vraiment tous les entiers. Mais, lui dit, mon ami, nous avons deux ensembles qui ont le même cardinal. Noé est un peu sceptique et lui laisse faire sa démonstration. La démonstration est la suivante. Noé n'a pas besoin d'un mot de plus. Il a compris qu'effectivement, l'ensemble des nombres pairs
et l'ensemble de tous les nombres entiers, vous avez le même cardinal. Alors pourquoi? Je vais réexpliquer sur ce petit exemple. À chaque entier de Noé, je peux associer un entier de Thabit. Si par exemple je prends l'entier 17 chez Noé, il va correspondre au 34. Et réciproquement, si je prends un pair de chez Thabit, je prends par exemple 22, je le divise par 2, je trouve l'entier 11. Donc il y a une parfaite bijection entre les deux ensembles, et donc ils ont le même cardinal. Ce qui pose des problèmes. Alors, Thabit, juste pour votre culture, c'est un des mathématiciens arabes de la grande période des mathématiques arabes. Il est au 9e siècle. Et c'était un des mathématiciens qui s'est intéressé au problème de l'infini. Le gros problème que cela pose, c'est Euclide qui l'a posé au départ. Le problème, le voici. C'est que Euclide énonce quelque chose qui paraît comme évident. C'est dans le livre 1 des éléments. Il annonce, et le tout est plus grand que la partie. Quoi de plus naturel que ça? Le tout est plus grand que la partie. Sauf qu'ici, vous avez un parfait contre-exemple. Le tout, le voici. La partie, la voici. Et pourtant, la partie a le même cardinal que l'ensemble des détails. Ce qui est choquant. Euclide ne l'avait pas vu. Et il a fallu beaucoup de mathématiciens pour s'en rendre compte, en fait. Ce qui a donné une idée à un autre mathématicien, un dénommé Richard Dedekind. On est beaucoup plus loin, on a fait un saut dans le temps considérable. On est à la jonction du XXe siècle. Et Richard Dedekind a cette idée assez hallucinante et assez géniale de dire, moi en fait, ce qui m'intéresse c'est l'infini. Donc ce que je vais définir c'est l'infini. Et l'infini, comment est-ce qu'il le définit? Il dit qu'un ensemble est infini si et seulement s'il est en bijection avec l'une de ses parties strictes. Ça confirme que les entiers naturels est un ensemble infini, puisqu'il est en bijection avec une partie stricte, puisque je n'ai pris que les entiers pairs. Donc cette idée géniale, c'est ce qui va permettre aux mathématiciens de débloquer tous leurs problèmes sur l'infini. Alors continuons notre petite aventure. Noé est content, il s'est fait un nouvel ami, ils sont en bon terme, ils ont deux ensembles de même cardinal, même si Noé est un peu choqué pour cette première annonce. Le deuxième à se présenter, c'est un Chinois, Liu Hui. Désolé si là aussi je l'ai mal prononcé. Donc il arrive avec cet ensemble-là. Noé est content, il reconnaît ses nombres, entiers et positifs. Ce qui l'inquiète un peu, c'est ces nombres-là. Il ne les connaît pas. Et Liu Hui lui dit qu'ils sont très très bien ces nombres. Hein. Pour faire du commerce et toutes ces choses-là, c'est parfait. Hein. Pour régler tous les problèmes de dette, c'est impeccable. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ce qui inquiète Noé, c'est qu'il a autant de nombres de ce côté-là, et il en a encore de l'autre côté, et puis il y a ces trois petits points. Liu Hui lui dit, là aussi très gentiment, avec une politesse toute asiatique, ne t'en fais pas, nos deux ensembles en fait ont le même cardinal. Il n'y a pas plus de nombres dans mon ensemble que dans le tien. Voilà comment est-ce qu'il fait la preuve. Le 0 avec le 0, le 1 avec le 1. Et après il commence une idée assez géniale d'alterner. Le 2, il l'envoie sur le -1. Le 3, il l'envoie sur le 2. Le 4, il l'envoie de l'autre côté sur le -2. Le 5, il l'envoie de l'autre côté sur le 3. Le 6, vous l'aurez compris, il l'envoie sur le -3 et ainsi de suite. Mais finalement, il y a donc bien une bijection, et donc il y a autant le cardinal de l'ensemble des entiers naturels, c'est cet ensemble-là, est égal au cardinal de l'ensemble des entiers que l'on dit relatifs. Deuxième surprise pour Noé. Alors, Liu Hui, pour vous parler un petit peu de lui, enfin si la souris veut bien, et la souris ne veut plus. Alors, Liu Hui, pour vous parler un petit peu de lui, c'est un mathématicien du 3e siècle après Jésus-Christ, qui a travaillé sur cet ouvrage, qui est bien antérieur à lui, puisqu'il était de 200 ans avant Jésus-Christ, L'art mathématique en 9 chapitres. C'est un ouvrage chinois qui circule depuis 200 ans avant Jésus-Christ et qui résout plusieurs problèmes, qui pose plusieurs problèmes et qui résout plusieurs problèmes avec des méthodes très avant-gardistes pour l'époque. Et Liu Hui apporte des compléments et des approches nouvelles encore par rapport à cet ouvrage, donc c'est pour ça qu'il est assez connu pour les mathématiciens. Petite note, cet ouvrage-là n'a été découvert par les jésuites qu'au XVIe siècle. Avant, les Européens n'avaient pas connaissance de cet ouvrage, qui pourtant circulait depuis un petit moment en Chine. Le suivant à affronter Noé, qui pour l'instant n'a fait que des matchs nuls, c'est une dame, c'est Hypatie. Hypatie, elle est sur le bassin méditerranéen, plus précisément au sud, en Égypte, dans une ville
qui s'appelle Alexandrie. Il y a un grand phare à Alexandrie, mais il y a aussi ce qu'on appelle le Muséon. Le Muséon, c'est la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et Hypatie, comme elle fait partie des notables de la ville, a accès à cette bibliothèque. Et donc, du coup, elle vient défier Noé. Elle vient défier Noé. Avec des nombres qu'on appelle rationnels. Alors, les nombres rationnels, c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc, pour ceux qui auraient des petits souvenirs, numérateur, dénominateur, bref, c'est le quotient de deux nombres entiers. Et j'ai décidé de les représenter pour simplifier les choses sur deux axes, que voici. Donc, la fraction, comment est-ce que je fais pour la représenter? C'est assez simple. Voilà. Je dis par exemple que la fraction 2 tiers, son abscisse est à 3, son ordonnée est à 2, donc la fraction 2 tiers, ce sera celle-là. Faisant cela, je peux attraper toutes les fractions, il suffit que j'aille suffisamment loin. Je peux attraper 17 cinquièmes, 5 en abscisse, 17 en ordonnée, je l'ai, je peux attraper les fractions négatives, pas de souci. Une fois qu'on a ça, Noé est un petit peu inquiet quand même, à juste titre. Le plus gros ensemble qu'il ait eu à affronter pour l'instant, c'était celui-ci. Et maintenant, Hypatie lui propose cet ensemble-là, qui s'est multiplié vers le haut, une infinité de fois, qui s'est multiplié vers le bas, une infinité de fois. Là, Noé est sur le point de craquer et se dit, c'est pas possible, mon infini va tomber. Et tout d'un coup, il repense à You et à son histoire d'alternance. Et il a une nouvelle idée, lui aussi un peu géniale, il va faire de l'alternance en tournant. Voilà ce qu'il va faire. Il les attrape toutes. Il n'y a aucun problème. Voilà, je vous ai commencé, on continue, là il faut embrayer sur après, et on continue comme ça, et toc, et toc, et toc, et on continue, et ainsi de suite. Il a encore réalisé une bijection entre l'ensemble des nombres rationnels et l'ensemble des entiers naturels. Toujours ex aequo, toujours invaincu. Mais alors du coup, il commence à se poser des questions. Quelques petits mots sur Hypatie. Bon, peut-être pas, on n'a pas tout à fait le temps. S'il y a des questions, je pourrais y répondre. Un petit résumé. Pour l'instant, où est-ce qu'on en est? Les entiers naturels, N. Les entiers relatifs, Z. Les entiers rationnels, Q. Tous équipotents. Il n'y a pas plus d'entiers naturels que d'entiers relatifs que d'entiers rationnels. On peut établir des bijections entre chacun de ces ensembles. C'est hallucinant comme résultat. Du coup, notre Noé, il finit par se dire, il n'y a pas des infinis, il n'y a qu'un infini. Pas possible d'avoir un infini plus gros, on n'arrive pas à l'imaginer. Et c'est là que débarque son nouvel adversaire, Georg Cantor, allemand, comme vous aurez pu l'entendre, grande période de l'école allemande de mathématiques, et voilà ce qu'il lui présente. Ça. Noé le regarde, il dit, voilà. Là, je suis tombé sur un charlatan. Il me présente ce segment. Alors, Noé n'est pas non plus idiot quand même. Il sait bien que les nombres entiers, les nombres relatifs, les nombres rationnels, ça ne suffit pas. Qu'il existe d'autres nombres. Pythagore l'avait déjà vu, il a été assez troublé par cette expérience. Un carré, le côté 1, et tous ceux qui ont franchi le cap de la quatrième se souviennent peut-être, avec émotion, que la diagonale mesurait racine carrée de 2, et elle n'avait pas le bon goût d'être un nombre rationnel. C'était un nombre d'une autre dimension qu'on a surlevé du coup irrationnel. Donc effectivement là, pour le coup, on a tous les nombres possibles entre 0 et 1. Et Georg Cantor, Noé le craque. Il dit bon, t'arrives avec ton petit segment, il y a quelque chose. Et Georg Cantor, qui est pourtant un rigoriste, protestant allemand, est-ce qu'il s'est un petit sourire et lui dit je crois qu'effectivement, j'ai fait un petit peu mieux que toi. Alors voilà ce que lui a expliqué Georg Cantor. Attention, c'est le point d'orgue de l'exposé. Ça va chauffer là-haut, je vous préviens. Allons-y. Donc Georg Cantor, époque à cheval sur le XXe siècle, le XIXe et le XXe. Donc, il va utiliser un raisonnement par l'absurde. Ça commence à faire mal à la tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça? En fait, Georg Cantor, il faut lui montrer qu'il n'existe pas de bijection entre les entiers naturels et l'ensemble de tous les nombres, compris entre 0 et 1, les nombres réels. Donc, il veut faire un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire qu'il va nier cela. C'est-à-dire qu'il va dire, il y a une bijection entre les entiers naturels et les nombres réels. Et il construit la bijection.
Voilà, je choisis des valeurs au hasard. Il y a une bijection, c'est-à-dire que chacun des nombres réels compris entre 0 et 1, je lui fais correspondre un nombre entier. Voilà, jusque-là, pas de souci. Noé se dit, c'est bon, c'est bien engagé, je m'accroche. Faites de même, accrochez-vous. Voilà ce qu'il fait après, Georg Cantor. Il prend un nouveau nombre, la décimale qui est là, il l'a choisi au hasard. Sa seule contrainte, c'est qu'elle ne soit pas égale au 3 qui est là. Ensuite, il recommence. Il prend une deuxième décimale. Sa seule contrainte, qu'elle ne soit pas égale à celle-là. Je crois que vous avez compris le principe. Il recontinue comme ça, indéfiniment. Et après, il se tourne vers Noé et il lui demande, bien celui-là de nombre, à qui il correspond chez les entiers naturels? Alors, Noé commence à réfléchir et il commence à sourire. Pourquoi est-ce qu'il sourit? Parce qu'il imagine qu'il est à ce niveau-là. Mais est-ce que le nombre qui est ici peut être au rang 3? C'est pas possible, puisque ce chiffre-là n'est pas le même que celui-ci. Et le raisonnement qu'il vient de tenir avec 3, il peut le tenir avec n'importe quel rang. Puisque, quel que soit le rang, il y a une décimale du chiffre de ce rang-là qui ne sera pas celle de ce nombre que j'ai choisi là. Vous suivez à peu près le raisonnement? Je vois que ça fronce les sourcils. Et donc, en fait, ce qu'il vient de démontrer, c'est assez fort, c'est que ce nombre-là ne correspond à aucun entier naturel qui est ici. On ne peut pas établir de correspondance. Celui-ci n'a pas d'équivalent chez les nombres entiers. Ce qui signifie que finalement, on n'a pas établi une bijection, parce qu'on a un nombre compris entre 0 et 1 qui ne correspond à aucun des entiers qui est ici. Noé, ça vous vaincu. Georg Cantor, avec ses petits nombres compris entre 0 et 1, vient d'écraser Noé avec son ensemble des nombres entiers. Alors, il a fait ça en 1874, il avait 29 ans, vous avez encore un peu de temps les jeunes, pour arriver à faire des choses aussi belles. Je vais continuer sur lui, mais je vais essayer d'aller vite parce que le temps passe. En été 1874, Cantor prouve, il est très en forme, c'est sa période, il est à l'apogée de son talent en mathématiques. Il démontre que ce petit segment, le même que celui que je vous ai montré, eh ben, il y a autant de points dans tout le carré. Pas plus, pas moins. Encore une très belle démonstration, mais je vais vous épargner. À ce propos, il dira cette phrase, « Je le vois, mais je ne le crois pas ». Très belle phrase. Il établit ensuite la classification des ensembles de cardinal infinis. Il est parti. Il dit que tout cela sont des nombres. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. N, Z et Q ont pour cardinal, alors cette lettre un peu bizarre, c'est Aleph. C'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Donc il appelle ça Aleph 0. C'est l'ensemble des nombres dénombrables, ceux qu'on peut compter. 0, 1, 2, 3. Ils font partie de cette famille-là. Arrive celui-ci, R. Alors là, il y a un petit coup de bluff de ma part, je dois l'admettre. Moi, je vous ai parlé de 0,1, là, je vous parle de R. 0,1, c'est tous les nombres réels, de moins l'infini à plus l'infini. Moi, je vous ai fait la démonstration pour 0,1. Ils ont le même cardinal, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et donc, il pose que le cardinal de cet ensemble est Aleph 1. Mais ce faisant, il fait une hypothèse, qui a été nommée hypothèse du continu. Parce qu'en fait, voilà ce qu'il dit. Quand il fait ça, il dit donc que entre cette famille d'ensemble et cette famille d'ensemble, il n'existe aucun autre infini. Il a démontré que tout cela avait le même cardinal, que celui-ci avait un cardinal strictement supérieur, c'est la petite démonstration que je vous ai faite tout à l'heure, mais il va plus loin, il annonce qu'il ne pourra pas trouver d'infini entre ces deux infinis-là. C'est une hypothèse du continu. Cantor va passer une bonne partie du reste de sa vie à essayer de démontrer ça. Ça n'a pas été un succès, il n'a pas réussi à le démontrer. Du coup, David Hilbert, début du XXe siècle, pour l'encourager, le cite « Nul ne doit nous exclure du paradis que Cantor a créé ». Donc, pareil, si vous avez des questions, je pourrais vous dire pourquoi est-ce qu'il a dit ça. C'est une jolie petite histoire encore. Et en fait, Hilbert veut encourager Cantor. Et au congrès des mathématiciens en 1900, il arrive avec une liste de 23 problèmes. C'est les 23 problèmes qui doivent être résolus au cours du XXe siècle par les mathématiciens pour que la théorie reste bien cohérente et tout ça. Et en tête de liste, il y a l'hypothèse du continu. Démontrer qu'il n'existe pas d'infini compris entre les dénombrables et R.
Donc il y accorde beaucoup d'importance. Leopold Kronecker, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est un adversaire de Cantor, on pourrait dire. La première surprise par rapport à notre problème de cette hypothèse du continu, c'est Kurt Gödel. Avec le théorème d'incomplétude en 1931, c'est un bouleversement chez les mathématiciens. Ce monsieur démontre que dans tout système axiomatique, donc les mathématiques sont axiomatiques, c'est-à-dire il y a quelques éléments de base qu'on a posés, et à partir de là, on construit toute une théorie. Et bien il démontre, ce monsieur, que dans tout système axiomatique, il existe des indécidables. Comprenons bien ce que ça veut dire. Jusqu'à présent, quand vous aviez une propriété en mathématiques, les élèves le savent bien, elle est soit vraie, soit fausse. Gödel, avec son théorème, vient de faire une position intermédiaire. Une propriété soit vraie, soit indécidable, soit fausse. C'est une révolution. Personne ne pensait que c'était possible. En mathématiques, c'est vrai ou c'est faux. D'ailleurs, la plupart des professeurs énoncent ça à leurs élèves. C'est vrai ou c'est faux. Tu démontres que c'est vrai ou tu sors un contre-exemple pour dire que c'est faux. Et bien lui, il dit, ben non, désolé, messieurs, il y a des indécidables. Ce qui jette un grand trou, parce que du coup, l'hypothèse du continu, qu'est-ce que ça va être? Gödel ne s'arrête pas là. En 1938, il récidive. Et il annonce que l'hypothèse du continu, il l'annonce pas, il le démontre, n'est pas réfutable. C'est-à-dire, elle n'est pas fausse. Avec le système d'axiomatique qu'on a mis en place, on ne peut pas démontrer que cette propriété est fausse. C'est un Américain, Paul Cohen, qui achève Tout espoir. En 1963, il démontre que l'hypothèse du continu ne peut pas se déduire des axiomes de la théorie des ensembles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver qu'elle est vraie non plus. Elle n'est ni vraie, elle n'est ni fausse. L'hypothèse du continu est donc indécidable. On finira avec ces quelques mots d'Albert que je vous laisse lire et découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Je l'aime beaucoup. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête.